France, pendant très longtemps, 50, 60, 70% des Français veulent quelque chose et ne l'obtiennent pas. C'est parce que je pense qu'on vit sous la tyrannie des minorités. Maintenant, c'est les minorités qui ont le pouvoir, les minorités agissantes, qui décident de bloquer, de faire leur loi contre la majorité. Et ce que fait Gabriel Attal est plutôt de bon sens, dans la mesure où en fait, il fait le contraire de Pape Ndiaye, qui était le pire ministre de l'histoire. Donc il se dit, je vais faire exactement l'inverse de Pape Ndiaye et ça va marcher. Et il se dit, tout simplement, il y en a marre des accommodements d'irraisonnables. Il y en a marre de se complaire à des minorités qui sont brusquées par les problèmes religieux. Il y en a marre d'être bloqués par certains qui n'ont pas le niveau alors qu'il faut élever et faire un nivellement par le haut. Il y en a marre d'être bloqués par certains parents qui sont emmerdeurs et qui pourrissent la vie de l'ensemble des vies des élèves de l'établissement. Il y en a marre que ce soit certains qui pourrissent la vie de certains quartiers, qui pourrissent la vie de certaines écoles. D'accord, et ce soit la majorité il faut qui le doit vivre. faire. Et il faut quand même le faire. Et je pense qu'il y a un point qui est essentiel qu'on n'aborde pas, qui avait en partie abordé Paul Melun. Certes, il y a des problèmes d'associations religieuses, des parents, etc. Mais il faut aussi lutter. Et c'est ça le défi qui l'attend dans les prochains mois, contre sa propre administration, parce qu'il y a beaucoup d'islamo-gauchistes et de déconstructeurs, même au sein de l'administration nationale. On l'a vu notamment au rectorat de Versailles, sur les questions d'harcèlement. Complètement. Actuellement, pour les agriculteurs, le plus grand ennemi des agriculteurs, c'est Europe Écologie Les Verts. Tout simplement pour reprendre Paul Melun, parce qu'en fait, ces gens-là s'en foutent de l'écologie. Eux, leur but, c'est de déconstruire un certain art de vie à la française. L'écologie, c'est pas leur affaire, ce sont des escrologistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'écologie à des fins politiques. Sandrine Rousseau utilise les notions d'écologie pour changer et déconstruire un art de vie à la française sur la consommation de viande, sur le mode de transport, sur la voiture individuelle. Et donc, du coup, elle veut détruire un certain mode de vie occidental. Elle utilise l'écologie pour culpabiliser les gens de faire des enfants, d'adopter un certain type de comportement et faire évoluer le monde à sa façon, qui serait un monde post-industriel, post-occidental, qui serait dans la repentance et dans l'excuse, parce que l'Occident a quand même dominé un certain nombre de temps, et je pense que c'est ça qui lui reprend. Alors, vous avez raison sur les traités de libre-échange, mais ce n'est pas uniquement ça. Ce qui coule davantage de l'agriculture, c'est l'excès de normes qui fait en sorte qu'on ne peut pas produire ce qu'on veut. Non, mais c'est les normes françaises. La liste, c'est un effet ciseau. Vous avez toujours plus de normes pour les agriculteurs français et de plus en plus de produits importés. Donc on se trouve dans un effet ciseau qui détricote complètement l'agriculture. Le sujet essentiel, c'est est-ce qu'on est prêt à remettre en cause certaines normes, notamment parce que c'est contradictoire de vouloir une politique écologique et une politique productive, agricole, autonome, pour faire en sorte qu'on soit souverain sur le plan agricole. Qu'est-ce qu'on veut comme type de politique ? Qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole en termes de qualité, en termes de quantité ? Il faudrait une vision, un cap, une colonne vertébrale. On n'a pas sur ces sujets. Exactement, vous avez raison. C'est toujours la faute de l'Union européenne, alors qu'on a quand même d'autres fautes. Il ne faut pas confondre ce qui nous a tués. Je pense qu'il nous a tués, c'est davantage les discours écologiques. Il y a des normes, on n'est pas dire les normes. Il y a des normes et des contraintes qui sont totalement sophistes, déclinistes, broyées du noir. Mais ce qu'il dit en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. En fait, les trois, mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi il dit c'est pas. Le premier point, il dit, les grandes puissances économiques ne sont pas intéressées par les questions climatiques. C'est pas vrai, parce que les États-Unis se mettent sur ce qu'on appelle l'industrie verte, et la Chine a été championne du monde sur les panneaux photovoltaïques et toutes les industries alternatives. Il y a encore des efforts à faire pour ces puissances-là par rapport à la France. Les Chinois sont préoccupés, mais pas sous l'angle que veulent certaines personnes. Et ça, c'est différent. L'autre point aussi qu'il aborde, c'est que le sujet essentiel du climat, c'est que tout le monde a conscience. Il n'y a pas des gens qui contestent qu'il y a un réchauffement climatique. On le vit au quotidien. C'est pas ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est quelle réponse on apporte face à la crise climatique. Or, les sujets qui sont posés, notamment la seule réponse qui est abordée dans le débat public, c'est ce qu'on appelle les écologistes plutôt ayatollahs, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut décroître. Ce qu'ils ne disent pas, par contre, c'est que si on fait de la décroissance économique, on perd en niveau de vie. Donc le débat, c'est est-ce qu'on est prêt à perdre notre niveau de vie actuel pour la cause économique ? Mais pourquoi personne ne le pose comme ça ? Le pape devrait... Enfin, c'est pas son rôle. Mais il devrait il est politique quand même, l'autre point qui est aussi, je pense, très intéressant, c'est les grandes mutations mondiales. C'est-à-dire que ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que implicitement, la politique climatique suppose une réduction de population. Mais qui osera dire qu'il faut tuer des gens, faire en sorte que des gens soient stérilisés ? Et l'autre point aussi, qui est très important... Attendez, parce que là, c'est pire que... Là, vous nous faites le pape en pire. Le point le plus important, c'est que le développement économique de l'Indo-Pacifique fait qu'il y aura 3 à 4 milliards de personnes dans la classe moyenne occidentale, du niveau de vie de la classe moyenne occidentale, entre 2050 et 2070. Et donc, c'est dans cette zone-là que vous allez dire, tiens, réduisez votre niveau de vie, alors qu'ils sont plus puissants que nous économiquement, ils vont être plus puissants que nous militairement, et nous, Européens, on va leur expliquer, maintenant, c'est comme ça que vous allez faire, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une guerre, il veut un contrôle mondial, donc il ne peut pas le faire. Et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que quand on part sur la caricature, je pense que quand on n'est pas, on doit avoir un sens de la mesure, une certaine hauteur. J'ai eu des problèmes avec certains qui étaient considérés. Et donc venir dire dans un pays comme ça, il y a quand même des problèmes, à tort ou à raison. Peut-être qu'on aurait dû d'abord se tourner vers le Maroc que l'Algérie pour Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il ne donne pas le bâton ? Mélenchon affaiblit la position de la France. Parce que
C'est-à-dire que lorsque le président de la République va rencontrer ses homologues au Maghreb, en Algérie et au Maroc, tout le monde dira Jean-Luc Mélenchon pense lui-même, un de vos opposants, pense lui-même que les Français, vous êtes arrogants et vous-même, vous êtes arrogant. Donc il affaiblit la position française. Et moi, je me rappelle d'une doctrine du général de Gaulle qui disait à l'étranger, on n'affaiblit jamais la France, on soutient toujours la France, même si on n'est pas d'accord avec sa politique, dans la mesure, il y a une chose qui nous dépasse tous, c'est la patrie, c'est la mère commune et c'est notre pays. Et quoi qu'il arrive, on peut avoir des désaccords politiques, des intérêts électoraux, des intérêts personnels, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, et qu'importe ce qui se passera, qu'importe le président et qu'importe le mandat. Là où, par contre, moi, je pense qu'il a tort, c'est que pour moi, les Français ne sont pas arrogants. C'est même l'inverse. Sur la scène internationale, c'est l'inverse. On se fait marcher dessus et humilier continuellement depuis des décennies. Ça veut dire qu'on se fait marcher dessus, on s'excuse, on se repentit, on n'affirme pas ce qu'on veut. On s'excuse d'être français, on s'excuse d'avoir une histoire, on s'excuse d'avoir dominé le monde pendant un certain temps, culturellement, artistiquement et même sur le plan de notre art de vie. On a honte de ce qu'on est et je pense que c'est ça le sujet essentiel. C'est pas que les Français sont arrogants, c'est de retrouver de la fierté française, de redevenir un phare dans l'Occident et c'est d'éliminer un peu l'Europe et le monde par certains de nos éclats, notre génie, plutôt que les phrases de Mélenchon. Oui, quand on ira jusqu'au bout quand même. Non, il ne le fera pas. Il le fera pas parce que ce qu'il n'a pas fait dans un projet de loi, il ne le fera pas par référendum et par un acte constitutionnel auquel il mettrait sa crédibilité et la suite de son mandat en danger. Donc il y a peu de chance. Là, Emmanuel Macron a toujours été étrange parce qu'on sait qu'il peut changer d'avis. Sur l'économie, il est passé d'un président libéral au président du quoi qu'il en coûte. Sur la nucléaire, il a changé d'avis. Il y a une seule question, un ordre de questions auquel il ne change jamais d'avis, c'est les questions régaliennes et les questions migratoires auxquelles, qu'importe que la population soit à 65% l'Union européenne aussi. L'Union européenne, il n'a jamais changé. Oui, mais la majorité des Français sont pour l'instant pour l'Union européenne à l'heure actuelle. Mais la question essentielle sur la question du référendum et de l'institution du 5e, c'est que la 5e a été créée pour deux raisons. La première, c'est vaincre ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé pour mettre en place un gouvernement fort pour qu'il puisse gouverner dans les crises. Donc c'est utile, on l'a vu dernièrement. Et surtout, créer un lien direct entre le peuple et ses dirigeants. Or, on n'a jamais eu autant de distance entre le peuple et ses dirigeants. On n'a jamais eu une telle fracture entre les élites et le peuple. On le voit notamment à chaque scrutin auquel les extrêmes ont monté en puissance. Et l'autre point que moi je vois essentiel, c'est la question qui est clé du référendum, c'est que ça permet de donner plus de poids à une décision politique. Parce que si Emmanuel Macron dit je décide tout seul de limiter les flux migratoires, mais est-ce que ça perdurera après lui ? Par contre, l'avantage d'avoir un référendum, c'est que ça permet d'inscrire une position française dans le temps qui perdurera au-delà d'Emmanuel Macron, au-delà des quinquennats, pour dire que la France ne souhaite pas davantage de flux migratoires. On va continuer en débat. Juste vous dites,